Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à l'occasion de ce webinaire qui portera sur les enjeux de la cybersécurité en Afrique, un levier incontournable pour l'accélération de l'inclusion financière. Je suis Anouche Bozelg, l'éditrice du portail Finev en français, et nous organisons ce webinaire en partenariat avec Microsoft Consulting. Alors que la finance inclusive en Afrique de l'Ouest s'appuie de plus en plus sur le digital, les institutions financières et les utilisateurs de services financiers numériques font face à une menace croissante, les cyberattaques. Fraude, usurpation d'identité, piratage de données clients ou attaques sur les systèmes de paiement. La cybersécurité est aujourd'hui un enjeu stratégique pour garantir la confiance, la sécurité et la pérennité des services financiers numériques qui sont donc développés par les banques, les IMF, les fintechs et leurs partenaires. Donc notre webinaire d'aujourd'hui vise à réunir des experts du secteur afin de partager des perspectives, des bonnes pratiques et des retours d'expérience sur les enjeux croissants qui sont liés à la cybersécurité dans le contexte de l'inclusion financière. Donc aujourd'hui dans notre webinaire, voilà, on discutera donc de ces enjeux tous ensemble. Donc avant de commencer le webinaire, quelques petits rappels techniques. Il s'agit d'une diffusion audio, donc les microphones des participants resteront muets. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas encouragé à participer. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat en précisant bien à qui vous adressez votre question. Donc, pour être sûr que tout le monde voit votre question, donc n'oubliez pas de sélectionner tout le monde dans le menu déroulant lors de l'envoi de la question. Et enfin, l'enregistrement du webinaire sera envoyé par email donc à tous les participants d'ici 48 heures. Donc aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir 4 experts du sujet. Donc nous avons tout d'abord Elisabeth Kivitek, qui est consultante finance numérique pour One2 Consulting et invitée MSC, et qui sera donc la modératrice de ce webinaire. Nous avons Marc-André Lecault, qui est directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique du Bénin, l'ASIN. Nous avons ensuite Monsieur Jean-Louis Perrier, donc le directeur de l'Africa Cybersecurity Resource Center. Et enfin, Joseph Lamine Diallo, qui est directeur cybersécurité et secours IT pour le GIM UMOA. Donc, concernant le déroulé du webinaire, donc Elisabeth Kibitek, notre modératrice, donc mènera un échange avec nos 3 intervenants pendant environ 1 heure. Puis nous terminerons ce webinaire donc, par une session de questions et réponses. Donc je vais maintenant laisser la main à Elisabeth Kibitek. Merci Anouche. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année 2025, dernier webinaire de notre série. Le thème du jour, Anouche l'a dit, renforcer la cybersécurité en Afrique francophone, un levier incontournable pour l'inclusion financière. Nous savons tous que l'inclusion financière est en constante progression en Afrique, grâce principalement au mobile money. GSMA en 2024 indiquait déjà que plus d'1,1 milliard de comptes étaient enregistrés en Afrique subsaharienne seulement et 21% de croissance avait été constatée en Afrique de l'Ouest entre l'année 2023 et 2024. Pourtant, malgré cette croissance, il y a des menaces qui persistent, la menace de l'insécurité cybernétique. Alors, nous parlons aujourd'hui de cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? On pourrait la décrire comme cet ensemble de pratiques, de technologies et réglementations qui visent à protéger les systèmes numériques, les données, les utilisateurs contre les menaces et attaques informatiques numériques. Avec l'essor de la finance numérique, donc, l'Afrique est devenue une cible privilégiée pour les cyberattaques illicites. Le Bureau des opérations de lutte contre la cybercriminalité en Afrique rappelait dans un de ses rapports en 2024 qu'il y avait une hausse de 23% du nombre d'attaques hebdomadaires par organisation en Afrique en 2023. C'est le chiffre, le record le plus élevé au monde. On pouvait aussi préciser que 80% de ces attaques venaient des failles humaines ou exploitaient des erreurs humaines. Et les principales menaces concernaient le ransomware. Une organisation sur 15 était touchée chaque semaine en Afrique et presque la moitié des pays africains ont signalé des attaques contre des infrastructures critiques comme la santé, l'énergie ou les services financiers. Autre menace importante, c'était l'escroquerie en ligne qui cible les individus via des réseaux sociaux, via le smartphone ou les emails. On peut parler du phishing que nous connaissons tous,
qui est cette technique frauduleuse et qui consiste à récupérer des données personnelles et confidentielles en se faisant passer pour une personne de confiance. On peut aussi parler d'une tendance qui est de plus en plus en poupe et qui est le peak butchering, pardon, et qui est ce type d'escroquerie progressive qui joue sur les émotions et qui consiste à isoler les victimes et à pouvoir les exploiter le maximum possible sur la durée. Et généralement, ils passent par des promesses d'investissement avec des rendements élevés. Et enfin, il y a les compromissions de courrier professionnels qui puisent leur essence dans le phishing aussi et qui touchent principalement en Afrique le secteur financier. Plus de 80% des pays africains signalent justement le phishing comme un principal vecteur. Ces activités illicites sont aussi favorisées par des catalyseurs. On parle de la modernisation, de l'évolution du numérique aujourd'hui. L'intelligence artificielle générative, pardon, est un des catalyseurs, mais aussi les multi-possibilités de connexion, que ce soit par email, SMS, les réseaux sociaux, que les populations peuvent utiliser pour se connecter à leur compte ou pour avoir accès aux services financiers. D'ailleurs, le CECAP rappelait déjà en 2019, dans un de ses rapports sur la cybersécurité, que les pauvres sont les plus vulnérables à la fraude et aux cyberincidents et que cela pouvait plomber justement leur accès aux services financiers ainsi que leur utilisation régulière de ces services financiers. D'où il est important et primordial que des solutions continues soient trouvées pour la lutte contre les sécurités cybernétiques afin de pouvoir garantir la confidentialité et l'intégrité des données, mais aussi la disponibilité des services financiers fiables. Alors, si la confiance est le moteur de l'inclusion financière, comment peut-on faire pour bâtir et avoir des systèmes numériques en Afrique francophone qui soient à la fois accessibles et suffisamment sécurisés pour protéger les usagers contre les menaces croissantes cybernétiques? C'est une des questions à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec nos illustres invités, panélistes. Et nous allons partir de l'état des lieux des cybermenaces spécifiques dans la zone Afrique francophone pour explorer les solutions concrètes que nous pouvons y trouver et enfin le rôle de la collaboration et de la coopération entre les différentes parties prenantes de l'écosystème. Avec nous aujourd'hui, comme Anouche l'introduisait, on a notre premier panéliste, Jean-Louis Perrier. Jean-Louis, il est ingénieur diplômé d'HEC Paris, cofondateur de Surricate Solutions Security and Payment. Il est pionnier du premier socle mutualisé dédié à la finance inclusive. Avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, il accompagne aujourd'hui les banques centrales, les fintechs, les institutions financières pour renforcer leur résilience numérique. Jean-Louis est directeur de l'ACRC, l'Africa Cyber Security Resource Center. Bienvenue, Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous, chers panélistes, bonjour également. Merci. Ensuite, nous avons Marc-André Loco, qui a lui aussi plus d'une vingtaine d'années d'expérience, mais dans les technologies de l'information et télécommunications. Il a notamment travaillé avec des acteurs comme Motorola Solutions, Bouygues Télécom ou encore SFR. Au Bénin, il a opérationnalisé la société béninoise, d'infrastructures numériques, dont il est aujourd'hui le président du conseil d'administration. Il est aussi directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, l'ASIN, au Bénin, à travers laquelle il pilote la mise en œuvre de la stratégie nationale numérique du Bénin. Bienvenue, Marc-André. Merci d'être avec nous. Merci, Elisabeth. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Et enfin, et non des moindres, nous avons Joseph Lamine Diallo, qui a lui aussi plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la sécurisation des systèmes d'information. Il est l'un des experts majeurs de la région sur la protection des infrastructures critiques, la lutte contre la fraude et la résilience cybernétique. Il pilote la mise en œuvre des programmes de cybersécurité au sein de Jim Umoa. Il veille à la sécurité des transactions électroniques et accompagne les transformations digitales. Il intervient dans plusieurs différentes conférences et il s'active aussi dans la cyber-résilience régionale au service de l'innovation financière. Il occupe aujourd'hui le poste de directeur cybersécurité et secours IT du Jim Umoa. Bienvenue, Joseph, et merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci Elisabeth, merci pour l'opportunité. Alors, nous allons commencer nos discussions avec Jean-Louis. Je vais commencer par la première question.
Aujourd'hui, on parle de la cybersécurité. Est-ce qu'on peut dire que la cybersécurité, c'est le talon d'Achille, en quelque sorte, de l'inclusion financière en Afrique francophone? Et surtout, quels sont les principaux risques qui freinent l'adoption des services financiers numériques, justement, en Afrique francophone? Et avant peut-être de répondre à la question, si vous pouvez nous redire aussi quel est le rôle que l'ACRC a en lien avec cela. Oui, merci Elisabeth. Donc, ACRC, ça veut dire l'Africa Cyber Security Resource Center for Financial Inclusion. C'est une organisation en fait à but non lucratif qui est un partenariat public-privé entre des acteurs du Luxembourg, notamment le Centre de sécurité du gouvernement, l'Université de Luxembourg, la société Thales, donc dans les acteurs privés, et puis une société africaine de cybersécurité qui s'appelle Suricat Solutions, dont je suis un des fondateurs il y a une dizaine d'années. Depuis plus de 10 ans, notamment grâce au soutien du gouvernement du Luxembourg, au début de notre travail, on s'est intéressé à la sécurité de l'inclusion financière. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de concurrents parce que comme de manière assez générale, il y a moins d'argent que dans les banques ou dans les organismes importants, bien évidemment, ça attire moins les prestataires. Donc, on a rencontrer des institutions de microfinance, travailler avec elles, des banques centrales à travers tout le continent. Et puis, on s'est aperçu qu'il manquait des éléments très importants pour améliorer la cyber-résilience. On aura l'occasion de revenir sur le concept tout à l'heure. Donc, la capacité des institutions financières à résister à des chocs. Et donc, on a créé le ACRC, l'Africa Cyber Security Resource Center, donc qui est à but non lucratif, qui est un partenariat public-privé et qui est financé par une des initiatives de la Banque africaine de développement, qui s'appelle ADFI, Africa Digital Financial Inclusion Facility. Alors, ce qu'on observe assez facilement, c'est que naturellement, l'Afrique, de manière générale, et le secteur financier africain plus particulièrement, sont soumis exactement au même type de menaces euh, de manière générale qu'à New York, à Londres, Francfort ou à Singapour. Qui différencie quand même la place financière africaine par rapport à à ses homologues internationaux, c'est d'une part un déficit en ressources humaines. Hein, on estime qu'il y aurait une dizaine de milliers d'experts en cybersécurité sur le continent. Aux États-Unis, il y en a à peu près 700 000 et 300 000 postes ouverts. Hein, montre bien aussi l'attractivité qu'il peut y avoir vers des experts vers certains pays émergents. Et deuxième difficulté, c'est au niveau financier. L'ensemble du continent africain dépense de l'ordre de 2 milliards, 2 milliards et demi de dollars par an en cybersécurité. Et ça, c'est les dépenses des 4 premières banques américaines en cybersécurité chaque année. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de masse qui est très défavorable à l'Afrique. Et dernier point, c'est qu'effectivement, contrairement à ce qui se passe sur d'autres continents, il y a une collaboration entre institutions financières, une structuration de cette collaboration, parce que ça ne se crée pas comme ça spontanément, qui fait défaut. Or, on a face à nous des acteurs criminels internationaux, organisés, qui, eux, ont des chaînes de valeur, si on peut dire, de destruction de valeur très structurées, très organisées, et donc, on a un vrai problème à traiter de ce côté. Et enfin, il y a quand même une petite précision. Souvent, les gens pensent que les problèmes de cybersécurité, ça ne concerne que les services financiers numériques, donc tout ce qui a été digitalisé pour donner à juste titre l'accès aux populations dans les zones rurales à des services financiers, à des jeunes, à des femmes, etc. Mais en fait, les hackers, certes, ils vont pouvoir attaquer ces services financiers numériques, mais ils vont aussi pouvoir attaquer directement les institutions financières, le core banking. Et là, on retrouve les deux grandes menaces hein, du secteur financier. C'est bien évidemment le ransomware. Donc, je crypte l'ensemble de votre système et je vous demande de bien vouloir me verser une rançon de préférence en Bitcoin. Et l'autre menace, c'est évidemment de réaliser des transactions frauduleuses dans les systèmes, dans les core banking systems, et donc d'arriver à faire sortir de l'argent
ça tombe bien, c'est évidemment dans les banques et institutions financières qu'on trouve le plus d'argent disponible. Voilà en quelques mots un petit peu le panorama qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vais continuer avec vous, Joseph. Jean-Louis a parlé dans ses derniers propos, par exemple, des menaces envers les particuliers, mais aussi des menaces envers les entreprises. Est-ce que c'est réellement ce que vous constatez dans la zone d'Afrique de l'Ouest de façon générale, au niveau de Jim et moi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, bonsoir à tous. Merci Elisabeth. Merci à tous pour l'invitation. Et concernant les menaces au niveau de l'UEMOA et les risques auxquels nous faisons face, ce que nous constatons est que le risque lié au numérique est devenu un risque systémique dans notre zone. Et cela a été évalué ainsi par la Banque centrale aussi. Et donc, le risque numérique qui autrefois était vraiment cantonné au niveau des équipes informatiques pures et dures, ne se limite plus à ce niveau. Et les risques à muter, si je me permets de le dire, sinon de la question est maintenant traitée à un niveau plus stratégique afin d'adresser les risques auxquels les institutions financières peuvent faire face, afin d'assurer aussi la confiance de la population face aux risques numériques et aussi traiter les questions de souveraineté numérique des États. Parce que nous constatons dans nos États, au sein de l'UEMOA, de plus en plus de digitalisation. Et nous avons la chance d'avoir Monsieur Leco avec nous de la CIN, du Bénin. Nous notons au niveau du Bénin une forte digitalisation des services publics et qui parle de forte digitalisation, des risques inhérents, c'est des risques de cyberattaques et d'autres risques auxquels nous pouvons faire face. Mais au niveau de l'UEMOA et plus particulièrement dans le cadre de l'activité du GIMIOMOA, le GIMIOMOA, c'est une institution qui œuvre dans le domaine de transactions électroniques, spécifiquement le domaine des cartes. Notre objet social, c'est d'assurer l'interopérabilité des transactions bancaires, que ce soit au niveau des cartes ou au-delà, au niveau de l'UEMOA. Et cette activité qui touche principalement les banques ou encore d'autres acteurs qui œuvrent dans le domaine financier font face à plusieurs types de menaces dont on peut classer par catégorie en fonction des différents acteurs. Nous pouvons citer entre autres, ce soit les banques ou les consommateurs qui sont les clients des banques ou aussi les fintech qui sont là dans le domaine pour accélérer surtout le développement afin de faciliter l'inclusion financière. Et au niveau des consommateurs, cela a été présenté dans l'introduction. Nous notons plus des cas de fraude liés au mobile banking parce que c'est le vecteur le plus utilisé par les consommateurs à ce jour. Des fraudes liées aussi aux données des cartes que nous constatons principalement au niveau du GIM. Les types de fraudes comme l'usurpation d'identité sont les plus fréquents utilisés au niveau des clients finaux qui sont les consommateurs. En termes de chiffres, par exemple, les cas d'usurpation d'identité que nous avons pu enregistrer au niveau du GIM relativement aux données des cartes, c'est l'un des menaces les plus élevées. En 2023, on avait enregistré environ 69% des cas de fraude liés à l'usurpation d'identité. Et en 2024, nous avons connu une augmentation de ce taux qui est passé jusqu'à 81%. Donc, nous constatons que c'est des menaces qui sont réelles et qui engendrent des pertes financières énormes au niveau de ces différents consommateurs. Et cela peut entraîner une différence, sinon peut altérer la confiance des utilisateurs à l'adoption du service numérique et ce qui peut être un facteur d'exclusion. Au niveau des institutions financières ou encore étatiques, nous faisons face surtout aux attaques de type ransomware, que ce soit étatique ou dernièrement, par exemple, au Sénégal, où on a eu l'indisponibilité des services, même si des fois, c'est pas confirmé aussi. Je crois peut-être qu'on aura l'occasion d'en revenir sur ce sujet. Des fois, c'est pas confirmé par crainte de réputation pour l'institution et autres facteurs. Donc, parmi ces menaces, on a plusieurs catégories, comme on peut citer entre autres aussi les fintech, qui, nous notons aujourd'hui, font bouger les choses en termes d'inclusion financière. Ils font que certains acteurs arrivent à accéder aux services financiers plus facilement grâce à la digitalisation. Et les fintech
sont généralement plus rapides dans l'exécution des programmes, des applications, de la mise en œuvre. Mais malheureusement, la gouvernance de la sécurité fait défaut des fois. Et aussi, ils font beaucoup appel aux technologies apaisées qui, malheureusement, ne sont pas des fois normalisées et qui peuvent être des facteurs de menace qui peuvent aussi entraîner des indisponibilités de services lorsque elles ne sont pas bien gérées. Et dans ce cadre, par exemple, au niveau du GMIOMOA, dans le cadre de volet API, nous travaillons avec le comité de normalisation des normes aussi au niveau de Konobafi afin de normaliser ces volets, afin que un suivi soit effectué, de standardiser les API et aussi la sécurisation des applications qui sont développées par ces fintechs. Donc, en gros, nous notons que euh, les risques, les menaces se trouvent au niveau des consommateurs, aussi bien que qui sont les acteurs jeunes du domaine, on peut les dire dans notre zone, des consommateurs et aussi des institutions financières. Mais il y a aussi des menaces qui sont transversales à tous ces acteurs, qui est surtout la menace de dépendance technologique. Nous le constatons dans notre zone. L'adoption forte, sinon l'hébergement de nos données à l'étranger est un risque que nous devons considérer aussi dans le traitement des risques pour la protection de nos données. Donc, en gros, c'est les différentes menaces auxquelles nous faisons face, nous, acteurs du domaine financier, que ce soit telco, fintech, institutions financières ou consommateurs finaux ou les clients finaux. Et il est important pour nous de mettre en place des mesures collectives afin de les adresser si nous souhaitons favoriser l'inclusion financière et une forte adoption de la solution, des solutions euh, financières basées sur la technologie numérique et gagner la confiance des utilisateurs. Ok. Joseph, je vais rester avec vous avant de passer à Marc André. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'hébergement des données à l'extérieur est une menace. Est-ce que vous pourriez donner en 30 secondes plus d'éléments, plus de détails pour qu'on comprenne, notre audience comprenne bien en quoi c'est une menace de cybersécurité pour l'environnement africain francophone? Oui, en fait, généralement, l'hébergement des données à l'étranger fait sujet à des problèmes de cadre juridique. Les problèmes de cadre juridique, lorsque le données n'est plus hébergé dans notre localité, qui est régi par un code, selon une réglementation de protection des données spécifiques, et lorsque généralement les données se trouvent en dehors de notre zone géographique, le cadre juridique qui régit la gestion de ces données, c'est le lieu d'hébergement des données. Et généralement, ces données sont hébergées soit en Europe ou aux États-Unis. Et l'accès à ces données doivent être vérifiés et, si possible, audités. Et malheureusement, dans notre situation, nous n'avons pas les possibilités. On a les possibilités, mais des fois, les moyens font défaut afin d'assurer ce suivi d'accès aux données et d'audit tierce partie. Et cela n'est pas évident afin d'assurer la confidentialité des données. Et aussi, il y a le fait que les données étant à l'étranger, qui n'est pas dans notre territoire géographique, on le souhaite pas, mais euh, il peut avoir des problèmes d'accès liés à des indisponibilités, même quand c'est rare. Et nous voyons aujourd'hui que même les géants de la tech ne sont pas épargnés des indisponibilités concernant l'hébergement des données. Et cela crée des indisponibilités au niveau de la fourniture de services au client final. Et en termes de géopolitique aussi, en termes de souveraineté, nous n'aurons pas un accès à 100% de nos données lorsque la géopolitique ne nous est pas favorable dans certaines situations. Cela peut arriver. On en a vu dans l'actualité, au niveau de l'actualité, on en a vu des cas pareils. Donc, il est important pour nous, lorsque nos données euh, des infrastructures critiques ne sont pas dans notre zone, qu'on prenne des mesures adéquates afin, si possible, quand même, de garantir une redondance de ces données pour qu'elles soient accessibles lorsque nous faisons face à ce genre de menaces. Et au niveau du GIMIOMOA, nous avons entrepris des projets dans ce sens, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler en profondeur.
Ok, merci Joseph. Alors, Marc-André, Jean-Louis, Joseph et moi-même, au début, nous avons parlé de certains types de menaces ransomware. Jean-Louis a insisté sur les systèmes, les attaques sur les systèmes d'information des entreprises, des institutions. On a parlé avec Joseph tout à l'heure des attaques aussi qui peuvent arriver au niveau des institutions dues à l'hébergement sur laquelle on n'a pas de contrôle ou alors d'autres raisons. Est-ce que c'est la même tendance qu'on observe au Bénin? Est-ce que au niveau de l'Asie, il y a des défis spécifiques que vous avez, que ce soit au niveau de l'identification de ces menaces-là ou même de la gestion de ces menaces? Alors, une fois de plus, bonjour Elisabeth et bonjour à tous les participants à ce webinaire. Vous savez, la réalité, elle est assez simple aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, hein, globalisé parce que nous avons effectivement une libre circulation des personnes, mais encore plus une circulation des données qui va encore plus vite que celle des personnes. Euh, Peu d'États peuvent évaluer aujourd'hui où se trouve réellement l'essentiel des données de leur population aujourd'hui. Cela veut dire que nous vivons encore aujourd'hui dans une forte incertitude. Et cette incertitude n'est pas l'apanage des pays africains. C'est une réalité qui est mondiale. Et le Bénin n'est pas, je dirais, n'est pas spécifique en réalité. Euh, à partir du moment où vous investissez massivement, comme l'avait dit tout à l'heure, dans des projets de transformation digitale, dans des projets pour mettre le numérique au cœur vraiment de tous les secteurs d'activité, à partir de ce moment-là, vous devez également investir massivement dans la sécurité numérique. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au Bénin ces dernières années, en même temps que nous avons travaillé sur les aspects techniques. Nous avons beaucoup insisté également sur des aspects réglementaires, puisque nous avons mis en place un code du numérique depuis 2017, qui est un code qui s'est quand même inspiré des standards internationaux et qui, je dirais, partage beaucoup d'aspects importants avec, par exemple, avec le RGPD. Nous avons également mis en place un certain nombre de politiques, hein, notamment la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, mais également par rapport aux opérateurs euh, les OIV, hein, d'importance vitale. Nous avons également mis en place une politique de protection de nos infrastructures d'information critique, parce que nous avons compris à quel point il était important de mettre la sécurité au cœur de notre stratégie. Maintenant, oui, au Bénin, nous sommes confrontés à diverses menaces. Euh, pour exemple, hein, 98% des données biométriques des Béninois est géré par l'Agence nationale d'identification des personnes. Je pense que c'est probablement le seul ou l'un des deux pays africains ayant identifié biométriquement presque toute sa population. Donc, vous imaginez la criticité d'un tel registre national des personnes physiques. Donc, euh, nous sommes évidemment exposés à des menaces donc, qui sont extrêmement fortes. Et à partir du moment où vous avez de telles menaces sur des sujets qui touchent par exemple à l'identité, eh bien, de la même manière, quand on prend le secteur financier qui nous réunit un peu plus aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même problématique. Mes prédécesseurs ont rappelé à quel point aujourd'hui, que ce soit les banques, que ce soit les fintechs de manière générale ou les IMF, elles sont toutes exposées massivement. Par contre, elles n'ont pas toutes les mêmes moyens. C'est ce que nous observons au Bénin. Elles n'ont pas tous forcément les mêmes moyens. Elles sont parfois ignorantes. Pourtant, nous partageons, si je prends l'espace évidemment aujourd'hui de l'UEMOA, nous avons aujourd'hui une loi bancaire qui a évolué, donc depuis janvier 2024, et qui met quand même la question de la conformité, je dirais, aux enjeux de sécurité au cœur de cette loi bancaire. Et donc, oui, aujourd'hui, dans notre écosystème, nous avons des banques qui sont l'objet d'attaques très fortes. Il y a quelques exemples hein, qui ont été cités en termes de vulnérabilité. Hein. On voit souvent des actes qui sont souvent des vulnérabilités qui souvent sont liées des problèmes de gestion, d'autorisation, d'accès. C'est ce qu'on retrouve vraiment très souvent, des fuites de données confidentielles également. Nous avons
également des acteurs qui procèdent de manière beaucoup plus poussée, avec, avec je dirais, une technicité plus importante que ce qu'on verrait dans le cadre d'une ingénierie sociale. Et donc, nous, aujourd'hui au Bénin, nous avons en tout cas au sein de la CIN un pôle sécurité, un pôle cybersécurité qui, au quotidien, est là pour veiller à la sécurité numérique. Nous avons également mis en place au Bénin un centre national d'investigation numérique qui a également pour vocation d'appuyer les autres institutions pour lutter contre la cybercriminalité. Donc oui, le Bénin est exposé parce que il a fortement digitalisé aujourd'hui ses processus, que ce soit dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Oui, le Bénin est exposé parce que les usages numériques ont explosé, mais dans le même temps, le Bénin a quand même fortement anticipé grâce à un cadre réglementaire et légal assez abouti, mais également grâce à un certain nombre de politiques et qui sont mises en place et à tout un dispositif également de conformité, en tout cas d'audit, de supervision, de s'assurer de la mise en conformité des différents acteurs critiques ou essentiels de notre écosystème. Merci beaucoup, Marc-André. Je vais rester avec vous pour parler justement réglementation. On passe là vers les solutions et les cadres qui sont développés. Vous avez évoqué tout à l'heure le code du numérique qui a été développé au niveau du Bénin. Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures ou d'autres cadres au niveau de la réglementation qui ont été développés et qui permettent de renforcer non seulement cette sécurité-là au niveau des institutions, mais aussi des populations que vous servez? Oui, en termes de réglementation, c'est vrai que nous avons ce code du numérique donc, qui traite, comme je disais tout à l'heure, non seulement de la cybersécurité, mais également des communications électroniques, également de la lutte contre la cybercriminalité. Mais également, derrière, c'est tout un certain nombre de décrets et d'applications donc, qui sont mis en place pour des politiques de protection des infrastructures critiques, pour des politiques de protection des systèmes d'information de l'État que nous avons mis en place. Et surtout, nous avons engagé là des processus également de mise en conformité par rapport à des standards internationaux comme l'ISO 27001. Ça démarre. Nous savons qu'on a le système bancaire. Nous avons évidemment des référentiels. Hein, il faut être PCI-DSS par exemple pour être une fintech. Aujourd'hui, les acteurs, en tout cas bancaires les plus critiques, doivent être conformes à l'ISO 27001. Mais plus généralement, ce sont des choses que nous mettons en place parce que nous considérons que c'est indispensable et que c'est vraiment un risque systémique. Hein. Vous prenez le Bénin, par exemple, quand vous voyez le volume des transferts sur les plateformes aujourd'hui de Mobile Money, nous sommes au-delà des 3 000 milliards, donc nous sommes assez proches du budget national du Bénin. Donc oui, non seulement des aspects légaux, mais également des cadres réglementaires qui sont là. Et évidemment, pour ces institutions-là, il y a également la loi bancaire, hein, avec, même si elle n'est pas déclinée de manière très détaillée opérationnellement, il y a quand même des grands principes qui sont là et qui rejoignent évidemment, on est censé assurer quand même la mise en cohérence de nos politiques en matière numérique avec justement cette loi bancaire sur ces aspects-là pour que nous ne rendons pas schizophrènes, je dirais, les acteurs de notre écosystème. Hmm. Merci Marc-André. Jean-Louis, je reviens vers vous. Alors, nous avons écouté Marc-André, tout ce qui a été déployé au Bénin en termes d'infrastructure, réglementation et même action de communication pour renforcer ou plutôt réduire cette insécurité cybernétique numérique. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est représentatif des autres pays de l'Afrique francophone, ces cadres qui ont été mis en place? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le cadre juridique institutionnel, en ce qui concerne la cybersécurité en Afrique francophone est robuste? Sinon, quels sont les éléments qui sont et les cadres, les actions qui sont réellement mises en place? On a entendu parler, par exemple, de cette convention de Malabo. Est-ce que ça a réellement un impact sur les différents cadres nationaux? Le micro, s'il vous plaît. Toujours pas. C'est bon. Euh, Marc-André soulignait à juste titre l'ensemble des démarches qui ont été entamées au niveau du Bénin. Je dis bien entamées parce qu'on sait que le chemin vers
une plus grande cyber-résilience, c'est un chemin qui est long et tortueux et aussi qui est pas forcément tracé des années à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de s'adapter, d'être réactif, de mobiliser les intelligences face à des phénomènes qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Euh, il y a bien évidemment une nécessité d'avoir un cadre juridique, un cadre réglementaire. La Convention de Malabo est notamment euh, euh, performante, je dirais, en termes de travail contre la cybercriminalité. Mais cybercriminalité, ça veut dire qu'on a déjà été victime. Et donc, le gros du travail quand même de la cyber-résilience, même si on encourage évidemment systématiquement les institutions financières qui sont victimes à aller porter plainte et avoir tout le suivi juridique avec les forces de l'ordre, etc. L'investigation forensique, tout ça, c'est nécessaire. Mais ce qui est quand même idéal, c'est de se mettre dans une position où on va éviter les coûts et comme on peut pas les éviter à tout prix, quelle que soit d'ailleurs la qualité des référentiels réglementaires, des référentiels normatifs qu'on va utiliser, le PCI DSS, ISO 27001, etc. Tous les grands acteurs qu'on voit dans la presse chaque semaine, Google, Amazon, eBay, Microsoft, etc. C'est tous des gens qui sont tous multi-certifiés dans tous les sens et ça suffit pas. Hein. Donc la certification, la conformité, certes, ça va réduire le risque, mais ça n'élimine pas le risque. Donc il faut vraiment passer d'une logique de cybersécurité où on essaye d'anticiper tout et on pense qu'on va passer à travers les gouttes ou surtout que les hackers ils vont plutôt aller chez nos voisins à une notion de cyber-résilience où on admet qu'on va pouvoir être victime et à ce moment-là, il faut s'organiser pour qu'on puisse redémarrer les systèmes, redémarrer l'organisation proprement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement complexe. Hein. On a vu des très très grosses structures qui ont mis des mois à se remettre d'une cyberattaque, y compris, vous avez peut-être entendu, il y a 3, 4, 5 ans, Colonial Pipeline aux États-Unis, qui gère la distribution d'essence à travers les pipelines, je crois, dans toute l'Est des États-Unis. Il leur a fallu entre un an d'investigation et de travail pour remettre en route leur système, avec une centaine de consultants qui étaient mobilisés. Donc, je vous fais pas le détail de la facture. Alors certes, c'est un très gros acteur, ils ont beaucoup de moyens, etc. Mais ça peut être extrêmement compliqué de redémarrer une organisation. Donc il faut se préparer à ça, être certain que les backups fonctionnent, être certain que on a une organisation de crise qui va pouvoir être mise en place facilement. C'est pas au moment où l'attaque arrive qu'il faut s'en inquiéter. Il faut l'avoir fait avant. Et on a vu à travers pas mal d'attaques, pas nécessairement enfin pas uniquement sur le secteur financier, mais en Afrique de l'Ouest, que cette notion d'anticipation sur la gestion de crise avait été passée, passée à l'as, hein, si je peux dire. Donc il faut vraiment, c'est un changement d'état d'esprit qui est très important de faire. Et alors donc, il faut bien comprendre que les standards, les normes, les certifications ont leurs propres limites. Il faut changer cet état d'esprit. Et nous, ce qu'on constate, c'est que dans les pays où ça fonctionne le mieux, c'est ceux où on a pu développer un écosystème de cybersécurité, comme le disait Marc-André tout à l'heure, et aussi où on a développé une confiance et des partenariats entre les acteurs publics et privés. Pour une institution financière, ça doit être normal de pouvoir s'appuyer sur le centre de réponse aux incidents national. Encore faut-il qu'il en existe un, hein, parce que dans les pays de l'UMOA, par exemple, il y a encore beaucoup de cas où il y a pas un centre de réponse aux incidents, où il y a juste une étiquette et il n'est pas vraiment opérationnel. En Afrique centrale, c'est un petit peu la même chose. Donc, il reste quand même beaucoup de travail de mobilisation, d'expertise dans l'ensemble de nos pays. Hmm. Alors, Joseph, il reste beaucoup de travail, disait Jean-Louis, de mobilisation. Et on sait aussi que les données, elles sont sensibles. On en parle depuis le début de ce webinaire. Est-ce que au niveau de Jim et moi,
au niveau de l'UEMOA, disons, de façon plus générale, est-ce que vous notez cette possibilité de collaboration et d'échange des informations, par exemple, entre les institutions pour se protéger entre elles et au moins savoir qu'est-ce qui a menacé ou qu'est-ce qui a menacé une institution et comment d'autres institutions pourraient être plus résilientes en se basant sur les expériences passées. Est-ce que ça existe à votre niveau? Ok, oui, ça existe à notre niveau, mais à l'échelle de l'UEMOA, je peux dire que ça existe dans certains pays, le partage d'informations, même si c'est encore de façon informelle pour plusieurs raisons. Mais nous notons quand même que le partage d'informations existe dans plusieurs pays francophones. Il demeure partiel, c'est clair. Il y a encore c'est des partages d'informations qui sont plus à titre réactif que proactif, nous le constatons. Et nous avons maintenant quelques cercles nationaux dans les différents pays qui émettent des bulletins d'alerte pour informer les acteurs sur les sujets malveillants les plus critiques à prendre en compte et les régulateurs sectoriels aussi qui essaient, euh, dans la mesure du possible, d'émettre des directives à l'endroit des banques, par exemple, sur les secteurs financiers ou les régulateurs télécoms, et aussi de demander, si possible, de faire une déclaration d'incident. Et, mais ces actions, généralement, sont confrontées, quand c'est les régulateurs, des fois, c'est plus facile, surtout au niveau des banques. Quand c'est le régulateur qui demande, euh, les banques et autres institutions, ils coopèrent rapidement parce que le régulateur qui demande. Mais même à ce niveau, il n'est pas évident de remonter les informations ou le mode opératoire complet. Les informations quand même sont remontées. Mais nous faisons face quand même à, on peut dire, à une absence de plateforme centralisée qui permet de gérer de façon centralisée ces différents incidents afin que ce soit bénéfique à tous les acteurs du domaine. Et les incidents de sécurité souvent sont traités en silo. Et la cyberattaque n'a pas de frontières. Donc, quand ça arrive, ça frappe aujourd'hui un acteur de l'écosystème au Bénin. C'est le même modus operandi qu'on peut retrouver le lendemain ou dans 48 heures dans un autre pays de l'État. Donc, lorsque nous mettrons en place un système performant de partage d'informations, cela nous permettra de partager les modes opératoires avec les acteurs. Et si c'est une plateforme centralisée, nous serons sûrs au moins que les acteurs seront informés et que même si les mêmes modus operandi exploités ailleurs au sein de l'Union, euh, soit il peut ne pas avoir les mêmes impacts ou ces attaques n'auront pas connu d'exploit parce qu'ils auront mis en place des contre-mesures qui permettraient au moins de se prémunir contre ces genres d'attaques. Donc, il est important de mettre en place ces genres de plateformes dans le cadre des partages d'informations. Au niveau du GIMEMOA, nous avons la chance d'être un écosystème central dans le cadre de cas de transactions interbancaires relativement, pour le moment, aux données des cartes. Donc, actuellement, nous travaillons dans ce sens d'avoir une plateforme centralisée pour les banques de l'Union, qui va permettre à ces institutions financières, banques ou autres membres du GIMEOMOA, de pouvoir déclarer des incidents de fraude liés aux données des cartes. Donc, ça peut être lié au SI directement lorsqu'il y a fuite de données de cartes massives ou encore des cas de fraude que les porteurs de cartes peuvent rencontrer dans l'usage des instruments de paiement. Donc, il serait important nous invitons les différents acteurs de l'Union d'exploiter cette plateforme qui va permettre assurer ce partage d'informations, des incidents, des cas de fraude, et aussi d'identifier dans les cas de domaine des cartes les commerçants qui font des activités malveillantes qui peuvent être soit de blanchiment d'argent ou encore de l'arnaque sur les terminaux de paiement. Donc, la déclaration va nous permettre d'avoir ce partage d'informations au sein de l'Union. Mais comme je disais encore, ça, c'est un segment du marché, un segment des activités. Et les autres segments qui peuvent être des incidents de sécurité proprement dits au SI, il est important qu'il y ait une coopération entre le régulateur, les CERT nationaux et les différents acteurs du domaine
pour avoir, si possible, une plateforme. Même si nous n'avons pas une plateforme centralisée et que c'est sectoriel, qu'il y ait des échanges de flux entre ces différentes plateformes afin que nous puissions l'exploiter le maximum de données pour renforcer la sécurité de nos dispositifs, aussi pour renforcer la confiance des utilisateurs à l'endroit des services que nous mettons à disposition des clients. Et au-delà du partage, pour assurer le partage, généralement, qu'est-ce que nous faisons face? Nous faisons face à une crainte des utilisateurs ou la crainte de réputation que l'institution pourra faire face à ses clients. Donc, il est important que nous mettons, et si possible, je crois que la Banque centrale est en train de travailler sur un sujet dans ce cas, qui va faire une réglementation qui fera en sorte qu'il y ait une obligation de déclaration des cas d'incident qui touchent les institutions financières ou les établissements financiers. Et cela est important. Il faudra que ça devienne obligatoire parce que c'est le même cas sur d'autres cieux. Et ça a été cité tout de suite par M. Leco, les cas de RGPD ou autres. Et il y a une obligation de déclaration d'incident. Donc, il faudra que nous fassions de même. Et cela nous permettra de se mettre à l'abri face à certains types d'événements que nous rencontrons généralement. Nous, au niveau du GMIMOA, nous avons eu à constater des cas de fraude qui se sont réalisés dans certains pays de l'Union et en maximum une semaine après, le même scénario est utilisé dans d'autres pays. Et il suffisait, et même des fois au sein du même pays, les institutions financières ne partagent pas des informations entre elles. Ce qui fait que, euh, je vais citer un exemple, bon, je ne veux pas citer des pays pour ne pas indexer certains, mais au sein de l'Union, on en a connu au niveau du GIM, dans certains pays, les banques, 3 ou 4 banques ont fait l'objet d'attaques ou d'arnaques cyberfraude, malheureusement par manque de communication entre ces institutions au sein d'un même État. Donc, il est important que nous travaillions sur ce sujet afin de renforcer nos dispositifs. Si nous ne le faisons pas, ce qui est clair, de l'autre côté du bout de la chaîne, ils le font déjà et ils le font parfaitement bien. Donc, il est important que nous nous mettons à l'abri grâce à ces dispositifs qui nous permettra de renforcer notre résilience, qui a été souligné aussi par Jean-Louis. Et nous travaillons sur un partenariat qui va au-dessus des domaines des cartes avec l'ACRC, dont le président est avec nous, Jean-Louis. Et certainement, je vais lui laisser la parole pour qu'il donne un peu plus d'informations sur le volet relatif au partage d'informations sur lesquelles nous travaillons avec. Merci. Jean-Louis, allez-y. Merci Joseph, très, très intéressant. Effectivement, on voit que le même incident peut avoir été repéré au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais il n'y a rien qui va empêcher le hacker que l'attaque se produise au Nigeria, et ensuite dans le pays voisin, et que ça se retrouve en Afrique du Sud, et que ça se retrouve au Kenya. Donc, quand on écoute les gens qui sont un peu les spécialistes du partage d'informations au niveau mondial, des gens comme Interpol, par exemple, ils disent, et c'est ce qu'ils constatent dans les incidents qu'ils ont investigués, les criminels qu'ils ont attaqués, etc. Ils disent l'approche, il faut au maximum qu'elle soit globale. C'est-à-dire que s'il y a une attaque qui arrive à Singapour aujourd'hui, il faut que demain elle soit à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, au Cap, etc. Et donc, ce qui est important, c'est au niveau du continent africain, d'arriver à constituer ce partage d'informations déjà au niveau continental. C'est une des missions de ACRC, tout en étant connecté aux autres systèmes de partage d'informations européens, américains, d'Asie, etc. Donc c'est la difficulté. Donc ACRC est vraiment missionné là-dessus par la Banque africaine de développement. Je peux citer un travail intéressant qu'on fait en ce moment à la demande des 8 banques des 8 banques centrales de l'East Africa Community, qui consiste justement à élaborer le cadre de référence de partage d'informations entre l'ensemble des institutions financières. La grosse difficulté là-dessus, c'est évidemment que les institutions financières, elles ont toujours un peu peur de prendre une amende s'ils n'ont pas déclaré exactement comme c'était prévu dans la réglementation, parce que peut-être que la réglementation, des fois,
peut avoir des exigences qui ne sont même pas réalistes. C'est-à-dire qu'ils vous disent, il faut dans les 24 heures avoir dit ce qu'on vous a volé comme information, et peut-être qu'il va falloir 15 jours d'investigation forensique avant de savoir ce qu'on vous a volé. Donc c'est quand même des notions qui sont un petit peu sensibles. Donc il y a le partage d'informations et la condition nécessaire du partage d'informations, c'est la confiance entre les acteurs. Et donc ça se décrète pas, ça n'est pas dans la réglementation, c'est vraiment un travail de fond entre les acteurs. C'est monter non seulement des plateformes techniques, à la limite, ça, la petite partie, mais des cadres aussi, des modes de fonctionnement, des règles internes. C'est pouvoir sélectionner les gens qui vont pouvoir partager parce que n'importe qui peut pas partager n'importe quoi avec n'importe qui. Tout ça, ça doit être très organisé pour que ce soit viable. Et la deuxième chose qu'on fait avec l'East Africa Community, c'est un mécanisme là qui est plus orienté entre banques centrales pour arriver à partager en cas d'incident grave qui mettrait en cause la pérennité du système financier de la région. Maintenant, de plus en plus, ils ont des systèmes qui sont interconnectés et l'angoisse, à juste titre, comme le disait Joseph tout à l'heure, c'est d'avoir un incident systémique dans un premier pays qui va se répercuter dans les autres pays de la sous-région et que finalement, ce soit 50, 100 ou 200 millions d'habitants qui puissent plus avoir accès à leur système financier. Et ça, c'est pas que du fantasme. Je peux vous dire que euh, pour le projet avec l'East Africa Community, on travaille avec le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux. C'est quelque chose qu'ils voient, eux, comme de plus en plus probable, possible, et pour lequel il importe que tous les acteurs financiers, y compris les régulateurs et superviseurs, se mobilisent et se coordonnent. Ok, merci Merci. beaucoup, Joseph et Jean-Louis. Alors, Marc-André, dites-nous, comment ça se passe au Bénin? On a entendu, il faut de la collaboration, il faut partage d'informations. Et nous savons aussi que l'ASIN travaille beaucoup sur la numérisation des services publics et donc les paiements, même qui peuvent être faits par les populations pour les infos, etc. Et donc, qui les expose eux aussi, elles aussi, à ces risques cybernétiques. Aujourd'hui, comment la collaboration se fait entre les parties prenantes au niveau du Bénin, l'ASIN, les institutions financières et population, etc., pour qu'il y ait cette sécurité, cet équilibre-là entre la sécurité des transactions et l'expérience utilisateur pour tout ce que vous avez développé. Merci Elisabeth et très content d'entendre les interventions donc de Jean-Louis et de Lamine, hein. Vous savez, déjà, je voulais quand même rappeler que le Bénin a ratifié les conventions de Malabo et d'ailleurs également de Budapest et qui facilite finalement la coopération internationale. Et en plus de cela, on fait partie de fêtières, les plus grosses fêtières connues à l'international, comme le First, où nous sommes quand même assez actifs. Nos équipes étaient encore présentes au Danemark il y a quelques mois, il y a 5 ou 6 mois, au dernier event de masse du First, et évidemment également de l'Africa CERT, ou encore la semaine dernière s'est tenue des sessions, je dirais, où lors de ces événements-là, ces opportunités d'avoir des cyberdrilles et de permettre aux équipes de pouvoir continuer à développer leurs capacités. Donc, nous sommes très actifs dans le First et encore plus actifs encore au sein de l'Africa CERT. Nous le faisons parce que tout cela est arrimé à notre stratégie nationale de sécurité numérique. Nous avons évidemment un pan très fort, comme je disais, sur la coopération internationale. Mais quand on revient au niveau national, on a mis en place un CERT national. Donc, le Bénin a un CERT depuis bientôt 8 ans. Donc, c'est le BJC CIRT. Et nous avons commencé également à travailler sur des CERT sectoriels, comme dans le secteur de l'éducation, celui du secteur financier. Nous espérons qu'il sera effectif l'année prochaine. À côté de cela, nous avons également des, des, des SOC que nous avons en place. Nous en avons un, par exemple, bon, c'est pas lié au service financier, mais même dans le secteur de la santé, hein. Quand vous construisez un centre hospitalier de référence, vous voyez un peu les ransomware dans les pays occidentaux qui vont toucher beaucoup d'hôpitaux. Donc, de la même manière, on commence à avoir des SOC dans des secteurs comme la santé, également dans les secteurs des secteurs financiers.
L'autre point également qu'on n'avait pas forcément abordé et qui n'est pas un point déjà acquis, c'est quand même d'avoir des profils qui sont experts là-dedans, des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Ce n'est pas quelque chose de naturel aujourd'hui et nous devons continuer en tout cas dans tous nos pays, à inciter fortement les entités, qu'elles soient publiques ou privées, encore plus dans le secteur des finances, secteur financier, même si il y a des obligations dans ce secteur-là d'avoir des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Mais avoir un RSSI n'est pas juste pour la décoration ou pour démontrer lors de l'audit qu'on a un RSSI. Un RSSI, il faut lui donner des moyens, il faut qu'il soit bien positionné dans l'organigramme pour pouvoir être vraiment impactant. Si vous le positionnez comme un simple collaborateur d'un DSI, en réalité, il ne peut pas jouer parfaitement son rôle. Et nous continuons dans ce sens-là et nous avons 2 fois par an une rencontre des RSSI de toute l'administration, également tous les secteurs réunis pour justement faciliter le partage d'expériences. Nous collaborons notamment avec LuxDev, puisqu'on n'a pas eu de Luxembourg, qui nous appuie. Nous faisons des cyberdrilles au Bénin et nous avons un accord de coopération avec justement le LHC au Luxembourg, le Luxembourg House of Cybersecurity, qui nous a permis même d'avoir des immersions de nos équipes au sein du LHC encore cette année. Donc, agir sur la coopération internationale, agir sur les aspects réglementaires, mais la gouvernance, le positionnement des RSSI dans l'organisation. Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a des SOC, qu'on a des CERT, qu'on a des RSSI, qu'on a des politiques, la question est de savoir, quand on identifie des vulnérabilités, il faut mettre des équipes pour pouvoir implémenter les correctifs. Si vous avez une DSI, des DSI qui sont faiblement représentés avec peut-être 1 ou 2 profils, qui n'ont pas la réactivité. Vous avez beau détecter les incidents, vous avez beau détecter des vulnérabilités, vous avez beau avoir une super veille extraordinaire, mais à la fin, si vous n'avez pas un suivi de mise en œuvre efficace de ces recommandations-là, évidemment, vous n'avez pas baissé le risque, vous n'avez pas résolu les problèmes. Donc là encore, ce sont des moyens structurants qui sont engagés au niveau de l'État et la CIN également a ce rôle assez intéressant donc, non seulement d'être un peu un garant je dirais, du cadre de confiance qui exploite la PKI nationale, mais en plus qui anime l'écosystème avec ce qu'on appelle la CDSI, donc c'est la conférence des DSI qui est trimestrielle, au cours de laquelle nous abordons un certain nombre de sujets, pas seulement vers les RSSI, mais également vers les DSI, et les accompagner dans leur maturité, qu'ils soient plus matures, qu'ils soient mieux équipés, qu'ils soient mieux formés, et que dès que nous sommes en amont, que nous soyons sûrs que notre politique en matière d'architecture, parce que c'est une affaire également beaucoup de prévention, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est une affaire de cyber-résilience. On essaie de réduire au maximum le risque, mais nous savons que tôt ou tard, l'incident, l'attaque va forcément aboutir. Qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir être résilient pour que à J plus 1, que on puisse, ou à quelques heures près, on puisse être live à nouveau. Et si vous prenez une PME qui est vraiment digitalisée aujourd'hui, si pendant 2, 3 semaines, elle n'est pas capable de réveiller, enfin de remettre en route son système d'information, c'est un véritable risque de liquidation à moyen terme. Vous savez, les grosses boîtes, oui, qui ont plein de filiales, elles ont beaucoup de moyens, mais l'entreprise qui perd son portefeuille client pendant 2, 3 semaines, c'est un vrai risque pour lui. Ça veut dire que c'est un risque d'un point de vue revenu, c'est un risque de liquidité. Et donc, ce sont tous ces enjeux-là que nous essayons, en tout cas, d'embarquer chaque jour dans notre stratégie, que ce soit en termes de coopération, mais également euh, au niveau national. Pour terminer, la CEDEAO également prend des initiatives. Et d'ailleurs, nous, en tant que Bénin et d'autres pays de la CEDEAO qui ont déjà fait, notamment le Nigeria, nous sommes en train de signer le protocole justement pour le partage d'informations opérationnelles. Donc, stratégie, oui, formation, oui, mais opérationnellement, comment nous faisons pour que l'information circule vite, pour que des cas comme l'ami l'a décrit tout à l'heure, où les cyberattaquants viennent dans un pays, enfin, pas forcément physiquement, mais parfois c'est physiquement, et puis mettre en place l'infrastructure, opère, et puis 3 jours plus tard ou une semaine plus tard, elles ont déjà attaqué une autre loterie nationale ou je ne sais quelle autre entité critique aujourd'hui qui utilise, en tout cas pour laquelle ces infrastructures sont critiques. Donc ça passe par le partage d'informations, mais énormément de réactivité, et donc ce centre justement régional
que la CEDEAO a décidé de mettre en place et que nous poussons énormément en tant que pays, je dirais, actif de référence. Aujourd'hui, en tout cas au niveau de la sous-région, nous pensons que ça va permettre de fédérer un peu plus, d'avoir des cercles nationaux qui coopèrent un peu plus, qui partagent un peu plus, avoir une plateforme commune pour pouvoir accéder presque en temps réel à tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Hmm. Merci beaucoup, Marc-André. Je reste avec vous. Vous avez parlé d'avoir de la ressource humaine, en fait, qualifiée, des équipes suffisamment outillées. Est-ce que vous voyez un avenir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter justement le travail de ces équipes-là, de ces experts et même le travail de tous ces cadres qui sont mis en place pour le partage d'informations? Oui, alors évidemment, c'est- l'intelligence artificielle est vue comme une menace par beaucoup de personnes, d'entités, ce qui est normal, mais c'est également un outil extraordinaire, de manière générale, pour pouvoir servir divers secteurs, notamment l'éducation et d'autres secteurs, mais encore plus quand on est dans le secteur soit de la cybersécurité ou quand on est dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Nous, aujourd'hui, oui, on a même développé des outils en interne pour pouvoir, pour de la détection beaucoup plus efficace de vulnérabilité, parce que parfois les écoutes, certains outils peuvent coûter trop cher pour nous. Donc, nous avons vocation, en tout cas aujourd'hui au Bénin, de commencer à être, je dirais, un producteur de plateformes, producteur. Et pour cela, on encourage, on a mis en place des cadres, par exemple, pour qualifier les fournisseurs de services de sécurité numérique au Bénin. C'est ce qu'on appelle les FSSNQ, les fournisseurs de services de sécurité numérique qualifiés, qui sont existent dans notre écosystème, qui opèrent sur un certain nombre de domaines. Et nous avons également lancé une initiative qui s'appelle le Cyber Incube, où là, actuellement, d'ailleurs, on a une dizaine de jeunes pousses qu'on est en train de faire, d'incuber après tout un processus d'identification de solutions pertinentes pour notre écosystème, avec justement des solutions innovantes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. On en a besoin aujourd'hui pour être plus efficace. Ce n'est pas dans un an ou deux que nous allons pouvoir installer des solutions, je sais pas, des solutions de type XDR pour 100 000 utilisateurs pour toute l'administration béninoise. Ça coûterait en tout cas une fortune. Donc oui, nous allons en fait, on est obligé de segmenter, d'avoir, par exemple, un top 1000 pour lequel on a des solutions vraiment très, très, très poussées d'acteurs reconnus, mais également des solutions des niveaux intermédiaires où l'exposition est moindre et puis des profils un peu plus différents où on peut là proposer des solutions et appliquer des solutions que nous avons fait in-house, des solutions que nous avons développées par nous-mêmes. Donc, nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. On est convaincu que oui, l'IA est un outil formidable pour pouvoir, en tout cas, accélérer la sécurisation de nos systèmes d'information, donc de manière générale. Merci Marc-André. Alors, une question pour vous, Jean-Louis. On a parlé de réglementation, on a parlé d'infrastructure, technologie, on a parlé de collaboration, coopération, on a même parlé aussi de formation en termes d'expertise que les ressources humaines doivent avoir. Et si on parlait de sensibilisation, comment faire en sorte que l'utilisateur, le citoyen lambda qui est dans cette zone, peut-être dans une grande ville ou même dans une ville reculée, qui soit au courant des risques en utilisant le mobile money, si je peux prendre ça comme exemple, ou en utilisant une carte ou en faisant un transfert. Comment améliorer la sensibilisation pour qu'elle puisse être impactante, positivement, bien sûr. La sensibilisation, c'est une question fondamentale. Alors, il y a la sensibilisation des populations, des utilisateurs de mobile money, des caissiers, enfin, de tous les gens qui vont interagir avec les systèmes d'information. C'est la population générale. Ça, c'est plus le travail justement des cercles nationaux. Souvent, ils ont un de leurs rôles qui est d'éduquer la population. Ils ont cette notion de proximité avec la population. Ils savent utiliser les langues locales, etc. C'est pas tellement que le contenu. Donc, on peut nous délivrer un contenu standardisé qui doit après
être localisé en quelque sorte pour qu'il soit accepté par la population, compris par la population en utilisant sa propre langue, de la mise en scène avec des jeux, etc., que ce soit pas quelque chose de rébarbatif. Ça, c'est vraiment un des activités importantes des CERT. Mais alors, il y a d'autres acteurs qu'il est important de sensibiliser. Les premiers d'entre eux, c'est les directions générales dans les institutions, puisqu'on parle du secteur financier, mais évidemment, ça vaut pour l'ensemble des acteurs économiques et des acteurs publics aussi, donc de sensibiliser les directions générales, car comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a quand même un vrai problème en Afrique d'allocation suffisante de ressources sur la cybersécurité. Euh, Historiquement, alors il y a le volume et il y a aussi l'orientation. Historiquement, l'essentiel de l'argent, il était dépensé dans la technologie ou dans des certifications. Or, on voit quand on veut travailler plus au niveau de la cyber-résilience, bah, il faut développer aussi l'intelligence, renforcer la capacité des équipes techniques. Il faut renforcer les cursus universitaires pour non seulement avoir des professionnels mieux outillés, mais également avoir plus de professionnels dans le temps. La formation des conseils d'administration, des boards, des directions générales est vraiment indispensable parce qu'in fine, c'est quand même eux qui tiennent le robinet du budget. Et il y a un autre acteur ou des autres acteurs qu'il est important de sensibiliser, à mon avis, pour le cadre de l'inclusion financière, c'est tous les bailleurs de fonds internationaux. Dans les 8 ou 10 dernières années, il y a eu un accompagnement massif pour développer des services financiers numériques. Beaucoup d'argent a été dépensé pour avoir des systèmes qui répondent aux besoins de la population au fin fond du pays, qui soient simples à utiliser, etc., qui apportent des fonctionnalités qui sont nécessaires, qui donnent accès au secteur, aux services financiers, mais insuffisamment d'argent a été dépensé pour sécuriser ces systèmes et faire que le minimum de cyberhygiène soit en place, que le minimum de gouvernance, de responsables de sécurité soit en place, que les équipes soient formées, etc. Donc là, il faut, ça c'est, je dirais, ma conclusion en termes de plan d'action, il faut une mobilisation importante aussi des, des bailleurs de fonds, de l'assistance technique internationale. Ça, c'est vraiment un enjeu vital. Sinon, un jour, on va se retrouver avec, dans un des pays de la sous-région, avec 1 ou 2 ou 5 millions de personnes qui n'auront plus accès à leur compte bancaire dans une microfinance ou chez un opérateur télé. Merci Jean-Louis. Nous tendons vers la fin. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et nos collègues Anouche et Rebecca pourront les redire tout à l'heure pendant la phase questions-réponses. Alors, nous tendons vers la fin, comme je le disais, Joseph. Un mot, est-ce qu'il y a une action de sensibilisation que le GIM au moins fait? Et qu'est-ce que c'est? Et quel serait, par exemple, le souhait de GIM au moins en termes de cybersécurité pour 2026? On est dans la phase des vœux. OK. Oui, comme action de sensibilisation, le GIM UOMOA sensibilise sur le sujet de cybersécurité et nous nous appuyons beaucoup sur notre centre de formation. On a un centre de formation qui s'appelle GIM Academy, qui a pour but de former davantage les acteurs qui interviennent dans le domaine financier, les institutions bancaires principalement. Donc, nos premières orientations de sensibilisation vont à l'endroit de ces acteurs. Nous savons que c'est le domaine les plus ciblés par les cyberattaques et parce que les attaquants savent que derrière, ils peuvent en tirer profit. Donc, nous travaillons davantage en étroite collaboration avec ces acteurs en mettant en place des programmes de formation qui peuvent se faire sur la gouvernance de la gestion des crises que nous avons fait avec la CRC à l'endroit des banques et autres sujets, la sécurité opérationnelle, la gestion des ransomware lorsque nous faisons face à des attaques ransomware, qu'est-ce que l'institution financière doit mettre en place? Et maintenant, au-delà des institutions financières, nous travaillons, le GMI au moins, travaille à favoriser surtout l'inclusion financière, même si c'est pas forcément
liées, proprement liées à la cybersécurité. Mais nous travaillons avec des institutions locales dans ce sens pour inciter les populations locales à adopter les services financiers. Et nous avons aussi un programme en place que nous appelons Gym Trilogy. Gym Trilogy, l'objectif, c'est de sensibiliser et de former la population ou les jeunes sur les sujets de l'éducation financière et de l'innovation technologique. Parce que on cible surtout dans le cadre de Gym Trilogy les écoles. Nous sommes en partenariat avec les écoles, les centres de formation, les grandes écoles, dans le but de former, de vulgariser ces sujets, de préparer les jeunes à intégrer le domaine le service, comment dire, le domaine professionnel en ayant les backgrounds nécessaires, au moins minimum, qui les permettent d'être prêts à affronter certains sujets. Donc, à travers le programme Gym Trilogy, à travers notre centre académique et aussi des messages que nous faisons deux fois à l'endroit des membres ou des clients finaux à travers les banques, nous sensibilisons les acteurs sur les risques qui sont liés à la cybersécurité et nous espérons que, à travers ces différentes actions, nous pourrons en tirer profit de la sensibilisation et gagner la confiance des différents acteurs sur le marché. En termes d'espérance pour la cybersécurité en 2026, nous, j'ai été vraiment surpris et très content d'apprendre à travers M. Leco qui travaille avec la CEDEAO et autres acteurs pour faciliter les échanges d'informations euh, transfrontaliers entre les pays. Donc, j'espère que cela fera écho auprès d'autres pays pour que le transfert, selon les échanges d'informations, soit vraiment efficace et que nous puissions le rendre opérationnel surtout et de façon formelle et que ça soit normalisé et les réglementations soient définies. Et cela nous facilitera la déclaration parce que les acteurs se retiennent des fois à déclarer parce qu'il n'y a pas de réglementation proprement dite. Il peut y avoir des sanctions en interne au sein des institutions financières lorsqu'un acteur décide de déclarer que l'institution a fait l'objet de cyberattaques. Donc, ils se retiennent. Mais lorsque nous avons des réglementations qui permettent de faciliter, de délier les langues, il sera plus facile de partager l'information. Et le dernier mot, surtout au niveau du GIM, à l'endroit des membres, nous parlons de la résilience. La résilience, que ce soit au niveau de la disponibilité ou encore dans la gestion des crises cyber, nous travaillons sur ce sujet et nous espérons que l'année prochaine, ce point vraiment sera euh, d'actualité au niveau de notre zone IMOA et surtout auprès des institutions financières. La preuve est que actuellement, nous, au niveau des GIMIOMOA, nous comptons travailler sur la résilience, la haute disponibilité de nos infrastructures, parce que c'est des infrastructures critiques. Et pour que ça marche, même si nous sommes opérationnels, il faudra que les membres, que sont les banques, les fintech et autres acteurs, soient aussi opérationnels, qui mettent en place les prérequis nécessaires, qui permettra de suivre le changement. Parce que si ils ne sont pas intégrés dans notre dispositif de coordination, de gestion de continuité d'activité, nous pouvons, nous, à notre niveau, mettre les services en marche, mais malheureusement, de leur côté, cela ne suivra pas et les clients finaux ne pourront pas en bénéficier. Donc, j'inviterai tous les acteurs à suivre la démarche de la résilience, la haute disponibilité et aussi le partage d'informations. Parce que tôt ou tard, nous ferons face aux cyberattaques ou à l'indisponibilité de nos actifs. Il est important pour nous de nous préparer afin d'y faire face. C'est ce que je voulais dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Alors, nous allons terminer avec Marc-André. Même question, quelles sont une ou deux actions de sensibilisation qui sont faites à votre niveau au Bénin et votre vœu pour la cybersécurité? Oui, Elisabeth, pendant l'intervention, je me suis amusé à mettre quelques liens dans la partie conversation pour partager quelques initiatives. Évidemment, il faut avoir une approche segmentée, euh, toucher, je dirais, le bas de la pyramide par des actions, je dirais, souvent de contact et qui passent également par des moyens
de communication assez traditionnelles, hein, que ça peut être des radios locales, ça peut être des interventions quand on est dans les lieux reculés, parce que la réalité aujourd'hui, hein, c'est que plus de 40% des personnes n'ont pas de smartphone, hein, dans nos pays, et le niveau d'alphabétisation est quand même en dessous enfin, est quand même au-dessus de la moitié de la population. Donc cela veut dire que on peut pas avoir les mêmes moyens en fonction des cibles que nous visons. Donc cette catégorie-là, c'est vraiment de l'interaction directe et ou des moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des messages, par des radios locales ou des interventions vraiment au plus proche dans des villages également. Nous avons par exemple le programme Paré, j'ai mis le lien qui a été entamé depuis 3 ans. Nous allons entamer la quatrième année l'année prochaine, qui touche aux problématiques autour de l'hygiène numérique, les problématiques liées à l'enfance, la protection de l'enfance en ligne. Et nous avons ce programme chaque année vers les écoles, vers les collèges, où nous avons différentes parties prenantes et nous avons de l'itinérance pendant 4-5 mois tout au long de l'année, des programmes que nous faisons régulièrement. On a également une cible qui concerne plutôt des lycéens, donc déjà un peu plus autonomes, avec justement notre premier MOOC qu'on a mis en place pour la sensibilisation donc, de ces cibles-là qui sont importantes parce qu'ils impactent également leur environnement, ils impactent leur famille. Hein, ces profils-là, ou les jeunes étudiants, quand au sein d'une famille, il y a une personne qui est quand même assez sensibilisée, on sait que ça rejaillit positivement donc sur la communauté. Et puis nous avons également des cursus en formation continue, notamment avec l'école des métiers du numérique, avec un nouveau curricula qui se lance. Nous avons d'ailleurs une centaine de jeunes femmes que nous avons formées tout au long, que nous avons identifiées, qui font l'objet d'un programme qui est en cours pour les 40 meilleurs avec une bourse. On les a ramenés de tout le territoire pendant 8 mois. Et on les héberge, on les forme et puis on travaille sur l'insertion parce que nous avons besoin de qualité, nous avons besoin de profils formés. Donc c'est vraiment à tous les étages que nous essayons d'agir massivement. Et enfin, le haut de la pyramide, je crois que Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, il appelle des directeurs généraux, mais il faut aller encore plus loin. Euh, Nous, aujourd'hui, par exemple, cette année, nous avons adressé vraiment toutes les cibles. Nous sommes allés à la Cour suprême. Et à chaque fois, c'est des programmes d'une demi-journée. Nous avons travaillé avec la police républicaine. Nous avons travaillé avec le Parlement. Nous avons fait également ces séminaires-là avec les secrétaires généraux des ministères, avec les différentes fêtières, que ce soit donc le club des DSI, la conférence des DSI. Donc, mais tout ce que je raconte là, pour nous, nous sommes encore très loin du but et notre objectif, c'est de le rendre encore plus intense, plus dynamique. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train d'achever notre stratégie de sécurité numérique. Donc l'année prochaine, en 2026, nous sommes en train de travailler sur la nouvelle dynamique de 26-31, où nous allons vraiment avoir une verticale à un pilier vraiment complètement dédié au développement des compétences et un autre pilier qui est dédié vraiment à la transformation du secteur privé. Euh, et de manière générale, parce que nous savons qu'au niveau des banques et fintech, il y a un travail très fort que fait la BCAO aujourd'hui, mais il y a tout l'écosystème autour, ces IMF qui sont plus petites, ces fintech qui démarrent. Il faut agir vraiment spécifiquement. Donc l'enjeu, c'est vraiment de segmenter, de cibler et d'avoir un dispositif vraiment un peu plus, presque de sur-mesure pour être sûr d'atteindre en fait l'objectif que nous fixons. Voilà un peu brièvement ce que nous essayons de faire sur justement la sensibilisation, sur également la vulgarisation. Et enfin, nous, en interne, en tant qu'entité, on a boîte à signes, il faut continuer la veille, il faut continuer à former nos collaborateurs. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, euh, en tout cas au sein de la CIN, avec des campagnes chaque trimestre de sensibilisation à la sécurité numérique. Ça dure peut-être 30-40 minutes tous les trimestres. Et pour s'assurer vraiment que la veille est toujours, en tout cas, le niveau d'alerte est toujours au bon niveau, parce qu'il faut répéter, 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 parce que l'humain est quand même le dispositif le plus faible en tout cas, est le maillon le plus faible dans le dispositif. Merci. Merci beaucoup. C'est la saison de vœux, je disais, hein, Jean-Louis, je ne vous ai pas oublié. En 30 secondes, votre vœu sur la cybersécurité et on pourra passer aux questions. Mon vœu principal, c'est qu'effectivement, on trouve des moyens de renforcer la collaboration,
Les hackers, eux, ils sont organisés, ils collaborent. Donc nous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'organise. Il y a beaucoup d'intelligence en Afrique, mais il faut qu'on arrive à mobiliser tout ça pour être beaucoup plus performant et faire vraiment des barrières impénétrables. Et quand elles sont pénétrées, toute barrière impénétrable, c'est le problème de la cybercriminalité. Vous savez pas ce qui va essayer de rentrer chez vous. Si je prends une image, est-ce que c'est un moustique? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un bulldozer? Et donc, c'est difficile de se protéger simultanément contre tout ça. C'est un vrai changement d'état d'esprit et il faut vraiment qu'on travaille public, privé, secteur financier, ensemble. Merci beaucoup, Jean-Louis, Joseph, Marc-André. Merci pour vos interactions. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des menaces qui existent, autant pour les individus que pour les entités, institutions financières, mais aussi entités publiques qui peuvent exister. Alors, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y en a beaucoup que je ne vais pas reciter ici pour permettre la phase questions-réponses, mais toujours est-il qu'on convient qu'il faut renforcer les infrastructures, il faut renforcer la réglementation, renforcer la collaboration, mais aussi et surtout la formation des équipes de la ressource humaine à tous les niveaux et la sensibilisation à tous les niveaux aussi, que ce soit au niveau du secteur privé que du secteur public. Et je vais emprunter cette phrase-là à Jean-Louis qui a dit la certification n'élimine pas le risque. Il faut passer de la cybersécurité à la cyber-résilience. Et j'espère que quand ce pas sera fait au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique francophone, pardon, on aura fait un grand pas. Merci encore à tous les panélistes. Anouche, je te repasse la parole pour les questions-réponses. Merci, chère audience. Merci beaucoup Elisabeth et merci pour cet échange, on a vraiment énormément appris. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour les questions-réponses, donc je demanderai à nos panélistes d'être très brefs dans leurs réponses pour qu'on puisse répondre au maximum. Donc j'ai tout d'abord une question pour vous, Joseph. Que font les États pour garantir la souveraineté numérique? Et dans le cas où il y a peu de moyens financiers, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des infrastructures mutualisées, des infrastructures d'hébergement mutualisées dans l'UMOA, par exemple? Ok, merci Anouche pour la question. Nous constatons qu'il y a des actions qui sont entreprises par les différents États au sein de l'Union, au moins en Afrique de l'Ouest. Nous constatons qu'il y a des data centers qui se trouvent dans nos différents États, mais malheureusement, ces data centers existent en termes d'infrastructure, mais ils ne sont pas exploités convenablement. Et jusqu'à présent, nos données ne sont pas y hébergées. Et ça, c'est au niveau étatique. Donc, généralement, c'est les services de l'État qui hébergent les données. Mais les données qui peuvent être les données sensibles sur le volet financier, nous constatons que les structures financières, que ce soit les établissements financiers, banques, microfinances et autres, n'exploitent pas ces data centers. Ils ne sont pas utilisés. Et des fois, ils font recours à des data centers privés érigés par les opérateurs telco dans ces différents pays. Et nous, au niveau du gym et moi, notre objectif, c'est de partir sur la mutualisation. Le gym, à sa base, a été créé sur la mutualisation. Parce que nous, notre objet, c'est d'assurer l'interopérabilité des transactions électroniques. À sa création, la transaction électronique n'était pas à la portée de toutes les banques de l'Union. Aucune banque, rarement les banques internationales pouvaient mettre en place des plateformes qui assuraient la vulgarisation de la monétique, sinon les transactions par carte. Donc, notre ADN au niveau du gym, c'est la mutualisation. C'est pour cela que on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place des infrastructures qui permettraient au moins aux institutions financières de l'Union d'avoir des espaces de stockage et de processeurs pour héberger les données afin d'assurer au moins la souveraineté des données au niveau de notre zone. Et il y a ce projet qui est en cours de gestation qui s'appelle GIM Souvera, dont l'objectif est de mettre en place des infrastructures résilientes qui se trouvent bien sûr dans le data center principal se trouvera probablement au Sénégal ou un autre pays de l'Union et des data centers secondaires afin d'assurer la haute disponibilité et la résilience des données. Donc l'objectif dans ce cas, c'est de mutualiser nos forces pour faire face parce que c'est des investissements très lourds. Une seule infrastructure ou bien une seule structure ne peut pas prétendre à tout financer. On se met ensemble,
Nous mettons en place l'infrastructure et cela permettra de mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats aussi pour assurer la confiance et la protection et l'intégrité des données qui vont s'y trouver. Donc, en gros, comme on n'a pas assez de temps, il serait important de réfléchir vers la mutualisation de ces données parce que nous constatons que les data centers étatiques qui sont généralement en place dans les différents pays existent en termes d'infrastructure, mais sont rarement exploités de façon efficiente. Alors que le besoin est là, et au niveau de l'Union, nous pensons que si nous partons sur la mutualisation, au moins sur les volets sectoriels financiers, nous pourrons adresser la problématique. Merci beaucoup, Joseph, pour cet éclairage. J'ai maintenant une question pour Marc-André Loco. Donc, en quelques mots, quelles sont les compétences que vous recommandez aux acteurs du secteur d'acquérir pour être à la hauteur des menaces auxquelles on fait face aujourd'hui? Vous m'entendez? Alors, comme je disais tout à l'heure, oui, il faut des profils experts, donc des analystes en cybersécurité, mais il faut également d'autres métiers. Si je prends le cas de la CIN, nous avons évidemment des analystes en cybersécurité que nous recrutons d'ailleurs par des mécanismes de ce qu'on appelle le Hacker Lab, où nous avons chaque année les 500 meilleurs jeunes qui participent. Et à la fin, c'est 5 à 10 personnes qui viennent en stage à la CIL. Ça donne un peu le niveau de sélection que nous recherchons. Nous avons également des expertises autres sur la partie prévention, sur la partie audit, sur la partie conformité, sur la partie inspection. Donc évidemment, nous avons des auditeurs SI. Euh, Notamment sur toute la partie GRC qui est au cœur de notre action au quotidien. Nous avons également des profils sur tout le volet vulgarisation, donc des profils qui ont voulu progressivement s'orienter vers de la formation, de la vulgarisation au sein de l'organisation. Mais à côté de tout cela, nous avons également toute la partie architecture, puisqu'on a des architectes sécurité, nous avons également des architectes cloud, ainsi de suite. Donc tous ces profils-là sont indispensables parce que dès qu'on commence à designer les choses, les plateformes, il faut déjà penser à justement la partie sécurité quand on est très, très en amont. Donc oui, en amont, des profils architectes. Nous avons également sur la partie au niveau des DSI, nous avons également besoin de qualité des profils qui sont suffisamment pointus pour être en capacité de pouvoir implémenter assez rapidement. On a de plus en plus donc des SecDevOps dans nos organisations. Donc oui, tous ces profils sont devenus indispensables. Ils deviennent de plus en plus spécialisés, avec des nouveaux métiers qui naissent chaque jour. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment d'avoir des gens passionnés et régulièrement formés. Si je donne l'exemple, l'année dernière, j'ai au moins une vingtaine de collaborateurs qui sont partis se faire former ou qui ont participé à des cyberdrills partout dans le monde. Donc, oui, très sélectif en amont. Ils rentrent dans l'organisation, mais nous maintenons, en tout cas, essayons de continuer à faire progresser leur niveau d'expertise. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de les maintenir et de les garder durablement, parce que nous arrivons à les nourrir, si je puis dire, les confronter à, je dirais, l'état de l'art mondial. Quand ils sont partis pendant 10 jours en immersion, en utilisant les simulateurs du LHC au Luxembourg, le Luxembourg House of Cybersecurity, vous savez, c'est des profils qui ont les yeux qui brillent quand ils reviennent. Et notre ambition, c'est d'avoir nos propres simulateurs en interne. On y travaille et continuer à faire émerger des talents qui permettent de positionner le Bénin comme un acteur qui compte au niveau du continent. Merci beaucoup, Marc-André Loco. J'ai une question pour Jean-Louis Perrier, donc sur l'aspect du coût. Donc, comment des petites structures qui sont contraintes de s'ouvrir à la digitalisation peuvent se protéger à moindre coût? Oui, donc ce qui est important, c'est effectivement de faire appel à de la mutualisation chaque fois que c'est possible. C'est pour ça que sur ICAT, ça fait maintenant 10 ans, a créé le premier Security Operation Center, largement dédié à l'inclusion financière. Donc ça, c'est une société privée, c'est pas comme ACRC qui est une organisation à but non lucratif, mais
il faut considérer qu'il n'y a pas que les États qui doivent contribuer à apporter des réponses au secteur financier. Il faut, si on veut créer un écosystème, il faut aussi faire appel largement au secteur privé. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que nous, ce qu'on a observé maintenant en 10 ans qu'on travaille sur plus de 10 ans qu'on travaille sur l'inclusion financière, c'est que on a construit en quelque sorte une sorte de roadmap qui comprend les différentes briques nécessaires à une microfinance tier 1, tier 2, tier 3 ou à une fintech. Et là, avec des solutions qui sont raisonnables, une approche donc basée sur la résilience, et on arrive à obtenir des coûts tout à fait accessible si la direction générale, comme on le disait tout à l'heure, fait quand même le minimum d'efforts pour rediriger un peu de budget vers le secteur. Il y a eu des questions aussi, on peut faire appel beaucoup à des outils open source. Ce qu'on constate, nous, quand on fait des missions d'audit dans des microfinances, des fintechs, etc., souvent, comme il y a une pression marketing des éditeurs, des fabricants, les institutions ont acheté le nouveau firewall Next Generation qui fait papa, maman, le café le matin, etc. Et bah, quand on regarde comment l'outil a été paramétré, bah, on s'aperçoit que c'est très mal fait, hein. Donc, ce qui est important, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, c'est de créer de l'intelligence, de la formation, et qu'ensuite, même des outils simples, même des outils open source, vont être tout à fait en mesure de permettre la protection adéquate d'une microfinance, d'une fintech, etc. Alors, quand on parle d'opérateurs télécoms, on n'est évidemment plus sur les mêmes types de protection parce qu'il y a des problématiques de volume, etc., qui sont tout à fait différentes. Mais pour l'immense majorité des institutions de microfinance ou de l'inclusion financière, on peut trouver des solutions techniques tout à fait abordables et performantes. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question finale que je souhaite poser à nos trois intervenants avant de clore le webinaire. Donc, c'est une question qui se dirige vers l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place ou prévoyez de mettre en place pour inciter les jeunes et en particulier les jeunes filles à pour prendre le domaine de la cybersécurité au sérieux et donc avoir un impact positif sur la région dans son ensemble? Voilà, si vous pouvez chacun de votre tour répondre brièvement. On peut peut-être commencer par Jean-Louis. Je vois que que votre micro est ouvert. Oui, d'accord. Alors, c'est important d'avoir des filles, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité. Parce que, en fait, ce qu'on constate, il faut pas généraliser hommes-femmes, mais enfin, on constate qu'elles ont souvent quand même une approche du risque un peu différente des hommes. Donc, c'est important dans les équipes cyber d'avoir des profils mixtes, bah, comme on en constate les bénéfices dans l'ensemble des secteurs, des secteurs d'activité, l'ensemble des métiers. Donc nous, on participe à un certain nombre d'événements. Certains ont été organisés d'ailleurs par le JMEMOA sur la Côte d'Ivoire. On a participé à d'autres activités, mais il reste encore beaucoup de travail. Il faut pas le cacher pour attirer plus de jeunes femmes vers les carrières technologiques et celles de la cybersécurité en particulier, où elles peuvent tout à fait exceller. Joseph, vous voulez peut-être continuer? Oui, exactement. À la suite de Jean-Louis, le gym organise des fois des sessions de sensibilisation et de formation à l'endroit des jeunes et particulièrement des jeunes filles pour les inciter à embrasser les sujets de nouvelles technologies et spécifiquement les sujets de technologies émergentes et aussi de la cybersécurité. Et c'est là dans le cadre du programme que j'avais cité tantôt, le programme Gym Trilogy, qui a pour ambition pour le développement d'initiatives d'éducation financière et aussi d'innovation technologique. Et ce programme est souvent adressé aux jeunes collégiens qui s'apprêtent peut-être à entamer les cursus universitaires et à se spécialiser sur les différents sujets. Nous essayons de susciter l'engouement sur les sujets de cybersécurité et de nouvelles technologies à l'endroit de ces différents acteurs et spécifiquement les jeunes filles. Le programme Gyntrologie, c'est l'un des programmes phares de Gyn qui œuvre dans ce sens
Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir, si possible, euh, accompagner les différents jeunes qui participent à ce programme et si possible de les intégrer dans un écosystème qu'on appelle Gym Technopole, qui a l'ambition de fédérer les différents acteurs du domaine, que ce soit les fintech ou encore les banques ou autres acteurs, ou pourquoi pas les gyms même, afin de pouvoir mettre la compétence au service du développement local et qui nous évitera des fois aussi de réduire la fuite des compétences que nous constatons. Jean lui a signalé tantôt. Et il y a les besoins ailleurs, mais il y a les besoins chez nous aussi. Mais il faudra qu'on crée l'environnement pour que les besoins soient comblés. Et nous travaillons cela à travers le Gym Trilogy. Merci beaucoup. Anouche, oui, donc je vais poursuivre. Alors aujourd'hui au Bénin, je pense que ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir des rôles modèles. Euh, on a vu les difficultés pour pouvoir avoir des femmes dans notre BJC CIRT ou dans nos SOC. Mais depuis 3 ans, 4 ans, chaque année, nous avons des femmes qui intègrent notre CERT national et notre SOC. Pourquoi? Parce que les programmes vis-à-vis, en tout cas à l'adresse des lycées, portent leurs fruits. Il faut vraiment commencer à la base, parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment que ce sont des nouveaux métiers et quand on lance des appels à recrutement, c'est sûr qu'au niveau national, si vous cherchez des profils qui ont 10 ans d'expérience, vous aurez du mal à avoir des femmes la plupart du temps. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment de démarrer à la base, de pouvoir faire de l'information hein, vis-à-vis justement souvent c'est vrai, c'est les meilleurs étudiants des lycées. Donc, de la communication vulgarisée auprès de ces lycées-là et spécifiquement auprès des femmes, tout le potentiel et l'accessibilité, en tout cas, à ces métiers-là. Et ensuite, nous prenons autant de femmes que d'hommes en stage chaque année. Et au final, cela nous permet finalement de pouvoir donner leur chance, en tout cas à ces profils-là, donc les profils féminins. Je ne parle même pas des jeunes, puisqu'au final, c'est un métier quand même qui est très jeune. Hein. Vous savez, 80% des profils que nous avons, c'est des profils qui ont une moyenne d'âge en dessous de 30 ans. Ils ont 27, 28 ans. Il y en a certains qui ont encore moins. Parce qu'ils sont souvent très précoces, passionnés, hein. C'est pas toujours des profils diplômés d'ailleurs, il faut pas l'oublier. C'est aussi des profils qui sont passionnés, résilients, qui sont vraiment dans une logique vraiment pugnace, si je puis dire. Parce qu'au-delà de la technicité, il faut être endurant et pugnace. Et donc, nous avons même des profils des fois qui, c'est une fois qu'on les prend parce qu'ils participent à des hackathons, derrière qu'après nous accompagnons pour finalement finir leur cursus ou pour aller faire de la formation continue. Ce que nous cherchons, c'est des gens qui savent faire, qui sont opérationnels, qui ont savoir-faire. C'est pas une affaire de diplôme, c'est une affaire de passion, de formation, de volonté d'apprendre et de capacité de progresser dans le temps. Donc voilà un peu ce que nous essayons en tout cas de faire au Bénin. Euh, et progressivement, en tout cas, cela porte ses fruits et nous allons continuer en tout cas dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Donc notre webinaire est maintenant terminé. Donc encore une fois, un énorme merci à nos trois intervenants pour cette conversation très riche. Et merci également à notre modératrice Elisabeth pour avoir couvert le sujet aussi bien. Donc je vous invite maintenant à suivre Portail Finev et Microsoft Consulting pour ne pas rater nos prochains webinaires et pour retrouver toute l'actualité de l'inclusion financière. Donc nous avons mis les liens et les contacts dans le chat. Nous enverrons donc d'ici 48 heures l'enregistrement de ce webinaire par email à tous les inscrits, donc vous pourrez le revisionner. Et également, un petit sondage apparaîtra à votre écran en quittant le webinaire. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes pour y répondre et nous donner des idées pour nos prochains webinaires. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à Merci tous. Au revoir. tous mes Merci à tous. collègues. Au revoir. Merci encore. Merci à Merci tous. à Au revoir. tous. Au revoir. Jean-Louis, Joseph, merci. Au revoir. Merci Marc. Merci Jean-Louis, au Elisabeth. revoir. Elisabeth.
Merci.